J'ai pas entendu votre réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, oh, c'est magnifique. Oui, ça me dérange. Oh, ou pas. Il ne s'agit pas ce soir de faire l'histoire de la prostitution, le plus vieux métier du monde. On va juste partir du principe qu'au niveau des maisons de tolérance, on est passé régulièrement entre la tolérance et l'interdiction. Dès l'instant où on interdit la prostitution, qu'est-ce qui se passe? La prostitution devient clandestine, donc invisible. Donc, suivant les différents rois, au fur et à mesure du temps, on arrive avec Philippe Auguste qui, lui, au moment où il part en croisade, va enfermer la ville dans les murailles, avec la fameuse enceinte de Philippe Auguste, et il va aussi autoriser les bordels. Ça sera beaucoup présent à côté de Notre-Dame de Paris, ce qu'on appelle le Val d'Amour. Les filles vont travailler, elles ont des horaires fixes, et elles doivent être présentables. C'est l'origine de la maison de rendez-vous. C'est-à-dire que cette maison de rendez-vous ne peut être présente qu'à un seul étage. Tandis qu'une grande maison de première catégorie, maison de tolérance, maison de luxe, elle utilise tout l'immeuble. Madame la maîtresse, la macasse en chef, est propriétaire de son établissement. Est-ce que parmi vous, ah oui, parce que je pose des petites questions des fois de temps en temps, est-ce que vous pouvez me donner un ou plusieurs noms de grandes maisons closes? Chabanais. Bien. C'est bien, c'est une dame qui répond. Bien. Pardon? Maison dorée. Le One Toutou, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Il y avait le Sphinx aussi. Donc le Carmen, les filles venaient travailler ici. Le Carmen, parce que monsieur Georges Bizet, qui avait son atelier au-dessus, aurait écrit son opéra Carmen ici. On part du principe que quand il voulait se détendre, il n'hésitait pas à venir voir les filles ici. À l'époque, le bar était au fond et les petites pièces derrière avec... Ah bah ça va? À cette heure-ci que t'arrives? Ouais. Candice paraît le jour, mesdames et messieurs. C'est la star de la maison, on va dire, parce qu'on verra tout à l'heure avec les différentes anecdotes, les secrets d'alcôve, on verra qu'il y a des filles qui sont les stars de certaines maisons. Donc, maison de tolérance. Tolérance, c'est un mot qui est très important puisque la police et l'État tolèrent la prostitution et les maisons, dans le sens où on tolère comme étant un mal nécessaire. Donc, à partir de ce moment-là, madame, puisque c'est uniquement madame, va à la préfecture de police, demande l'autorisation d'ouvrir une maison de tolérance. Bien évidemment, on fait une petite recherche sur madame. Est-ce qu'elle a des dettes? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle a de l'argent? Voir un petit peu, surtout, si elle a un casier. Alors en général, quand on va aux archives de la police, on se rend compte qu'elles ont toutes le même parcours. Elles sont d'abord prostituées dans la rue, elles sont donc insoumises. Je t'en prie, mon petit Valentin, ça a ramené de l'argent, ça va, c'est bon? Ouais, d'accord, ambiance. Ça rigole, alors on touche pas, on regarde avec les yeux. On regarde avec les yeux. Une fille de joie est abordable et intouchable, à vos risques et périls, très cher. N'oubliez jamais ça, et n'oubliez pas non plus que Monsieur Valentin n'est jamais très loin. Voilà. Après, plus si affinité, ça se négocie au bar pour avoir des jetons de maison close, puisqu'entre les filles et les clients, il n'y avait à l'époque, mesdames et messieurs, aucun échange d'argent. Je fais une petite parenthèse puisque nous avons une petite action derrière. Donc, j'en étais où avec tout ça? La maîtresse, pour ouvrir la maison. On regarde effectivement si son casier judiciaire est vierge, sans mauvais jeu de mots bien évidemment, et en général, il n'est pas tout à fait vierge, mais rien de grave. Arrêté en général pour racolage sur la voie publique, bien évidemment. Ensuite, elle a réussi à rentrer dans une maison en tant que sous-maîtresse. C'est-à-dire un petit peu, comment vous dire,
la régisseuse qui va gérer les filles, qui va gérer les problèmes entre les filles, qui va gérer les problèmes entre les filles et la patronne, madame, qui est considérée à partir de ce moment-là, quand on lui donne l'autorisation d'ouvrir une maison, elle est propriétaire et elle est considérée à partir de ce moment-là comme une commerçante. Et c'est surtout la chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'elle apparaisse sur les papiers de la préfecture et de la municipalité, donc de l'administration, pour la simple et bonne raison que madame ne doit pas être considérée comme proxénète. Mais bon, quand même, l'État étant le plus gros proxénète dans cette histoire, puisqu'il récupère entre 50 et 60% des bénéfices des maisons. Pardon ? N'est-ce pas ? Et puis que quand on tient une maison, qu'on est propriétaire d'une maison, on paye des impôts, on paye des taxes. Et on paye notamment, propriétaire de maisons closes, mesdames et messieurs, à l'époque, on paye une taxe pour les bénéfices de guerre. C'est assez incroyable. Et puis madame, il faut qu'elle soit bien avec tout le monde, et notamment avec la police, avec ces messieurs de la mondaine. Peut-être passeront-ils ce soir, puisqu'ils tournent pas mal à Pigalle, je ne sais pas, on verra bien, ça sera la surprise, ils auront peut-être des anecdotes à nous raconter. En général, ils sont assez discrets. Quoi qu'il en soit, ces messieurs de la mondaine, il y a eu énormément d'abus. Tout au long de l'histoire de la prostitution et des maisons closes, il y a eu beaucoup d'abus, donc régulièrement, on a essayé de trouver des solutions pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Donc, on a décidé qu'un commissaire serait affilié à chaque maison, régulièrement, et qu'on le changerait tous les 3 à 5 mois, pour pas qu'il s'habitue aux filles, pour pas qu'il y ait un commerce invisible qui se fasse entre ces messieurs, les filles et la sous-maîtresse. Ces messieurs se doivent d'être très discrets, plus que très discrets. Ils ne s'annoncent pas quand ils arrivent, ils ont une petite technique quand ils arrivent. Au revers de leur veste, ils ont un petit pins qui est un œil, qui est le logo d'une agence de détective anglaise. C'est l'œil qui voit tout et qui surveille tout. Donc discrètement, ils soulèvent comme ça, d'où l'expression, mesdames et messieurs, aujourd'hui, qui existe encore, rentrer à l'œil. Ça vient de là. Beaucoup d'expressions viennent de la prostitution ou des maisons closes. Beaucoup de noms de rues, notamment. La rue du Petit Musc, vous en avez tous et toutes entendu parler, peut-être certains d'entre vous y habitent. Eh bien, c'était pas véritablement ce nom-là. Avant, c'était la rue de la pute Imus, là où la pute s'amuse. Et c'était trop flagrant comme nom, trop approprié à une rue de prostituées, qu'on a contracté tout ça. La rue du Soub, dans le 2e, avant s'appelait la rue Gratte-Cul. On a énormément de noms de rues comme ça, on pourrait, je pense, faire un petit dictionnaire sur l'évolution des noms de rues en rapport avec la prostitution. Madame a monté sa maison, elle a été dans la rue, quand elle a été dans la rue, ah ma petite Candice, où qu'elle est, hein? Quand je t'ai ramassée, tu faisais moins la maline. Bon. Ces filles, eh bien, elles étaient dans la rue, en général elles viennent de province et puis elles montent à la capitale pour essayer de réussir. Alors elles sont blanchiseuses, elles sont couturières en appartement, ça se fait énormément à l'époque. À l'époque de la Commune, vous avez aussi, donc 1871, et vous avez la grisette, vous avez la lorette, vous avez énormément de noms différents pour les prostituées. Alors, la lorette et la grisette, c'est plutôt une prostitution, on va dire, occasionnelle. On dit encore aujourd'hui, rapidement, hop, de 5 à 7. Aujourd'hui, ça peut faire sourire, cette expression-là. À l'époque de la Commune, toutes ces filles qui travaillaient dur avaient l'autorisation de leur mari de se prostituer chez elles ou sur leur lieu de travail après la fin de journée de travail, c'est-à-dire de 5 à 7. Donc, la lorette, elle, a la particularité de ne vivre que pour plaire. C'est-à-dire que l'argent qu'elle gagne, elle n'a pas de souteneur, mais le peu qu'elle gagne, en premier, elle s'achète une plume ou plusieurs pour son chapeau. Ensuite, pour les dentelles. Et s'il reste de l'argent, pour manger. La grisette, elle est plutôt attirée par
un dîner, sortir. Elle travaille, bien sûr, aussi, couturière ou blanchisseuse, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas à ce point-là que la Lorette. Donc, elles n'ont pas véritablement de souteneur, en tout cas dans ce qu'on peut en retirer dans les archives, parce que ce qui est compliqué avec l'histoire de la prostitution à Paris et des maisons closes, les archives ne viennent que des policiers. On a très peu de témoignages de filles, très très peu. On peut en avoir et deviner la vie de ces femmes au travers des lettres qu'elles vont écrire à la préfecture de police, et notamment de ce fameux livre sans nom, qui est un registre que les filles se doivent de tenir au jour le jour, heure par heure, pour noter toute l'histoire des filles, leur nom, leurs particularités, mais également tout le détail des clients. Parce que plus vous êtes dans une maison de luxe, bah oui, hein, on a bien rigolé hier soir. Ouais. T'as des belles cernes, ça va être génial pour ce soir. Vous avez vu un peu? On se décarcasse à lui trouver du boulot, à lui donner un toit, à la nourrir, à faire en sorte que quand elle arrive, elle n'ait pas de dette. Regardez comme ça picole, ça fait la gueule, c'est jamais contente. C'est en ça où le rôle de la sous-maîtresse est important, parce que madame ne se considère pas comme faisant partie de ces filles de joie. Ce sont ses filles, mais elle met un point d'honneur à ce que les filles parlent bien. La gouaille est interdite en maison close. On dit souvent aujourd'hui, quand c'est le bazar ou le fouillis, oh c'est le bordel. Et bien, je peux vous dire qu'un bordel est très très bien tenu, ça file droit, en général. Pour les maisons de luxe, parce que bien sûr vous avez les maisons de première catégorie, vous avez les maisons de rendez-vous, et vous avez le pire du pire, ce sont les maisons d'abattage. Ou alors là, c'est une pièce principale, les filles ne vivent pas sur place, il y a des petits renfoncements sur les côtés, et les filles font entre 50 et 60 passes par jour, mesdames et messieurs. C'est uniquement la pénétration, c'est moins de 5 minutes par rapport. En général, on y va en groupe. Et vous avez sur le boulevard de la Chapelle encore le 106, une grande maison d'abattage. Aujourd'hui, c'est un parking. Et tout ce qui reste en place, c'est ce gros numéro. Un petit peu plus loin, vous avez les restes du panier fleuri. De toute façon, les restes de maisons closes en France, ce ne sont que 4 maisons closes qui sont classées monuments historiques. Vous avez des petits, ici c'est classé pas entièrement. Vous avez quelques petits endroits, il faut être curieux à Paris. Vous allez rue Blondel. Il faut poser quelques questions pour qu'on puisse vous laisser rentrer. En général, ils rechignent un petit peu, mais si vous êtes curieux, il y a la possibilité de voir des restes. Au 9 rue Saint-Georges, c'est aujourd'hui une agence de communication qui est dans une ancienne maison close et ils ont gardé la vitre sans teint. Ils sont régulièrement sollicités par les historiens, mais si vous leur parlez gentiment, je pense qu'ils vous donneront la possibilité de voir cette fameuse vitre sans teint qui est très importante. C'était le cabinet de Math, notamment Céline qui allait régulièrement dans une grande maison, qui était voyeur, qui allait observer sa meilleure amie Elisabeth Gray, à qui il a dédié d'ailleurs Voyage au bout de la nuit. Et pour les voyeurs, la particularité des maisons spécialisées dans le voyeurisme, c'est qu'elles avaient, la patronne avait normalement la propriété des 2 immeubles. Parce que ça ne se passait pas dans l'immeuble lui-même. Il fallait rentrer dans l'immeuble d'un côté, où on avait aménagé, dans les portes et dans les murs, différents trous à différentes hauteurs, pour qu'on puisse observer trous et vitres sans teint. Donc ça, c'était une première petite anecdote avec monsieur Céline. Il y en aura d'autres un petit peu plus tard. Est-ce que ça va toujours pour vous? Vous êtes très attentifs. Hier en même temps aussi, peut-être un peu moins vers là-bas. Vous avez choisi votre fille d'ailleurs ou pas au fond? Parce que quand on arrive en maison, c'est une lente transformation quand on rentre dans une maison close, de première catégorie, comme le One-Toutou. Vous avez bien vu dehors, ce néon, c'est pas une lanterne, c'est un néon rouge. C'est ce que les propriétaires de l'établissement ont voulu laisser un petit peu en place. Ce gros numéro, en général, ça a été plus le numéro que la lanterne. Et vous passez un premier vestibule, ensuite vous rentrez, et a priori, là, vous récupérez des jetons, c'est un peu comme au Club Med.
vous récupérez les jetons de maison close et vous êtes dans le salon où vous pouvez simplement, si vous le souhaitez, boire un coup. Vous n'êtes pas obligé de monter avec une fille. Vous pouvez la choisir soit sur catalogue, soit dans le petit salon de présentation. Alors c'est deux mondes parallèles au cœur d'une maison close. C'est-à-dire que, tout d'abord, la clientèle montante avec la clientèle descendante ne se croisent jamais. Il y a un petit système de sonnettes que les domestiques utilisent pour éviter que ces deux clientèles se croisent. Mais c'est surtout la clientèle et les domestiques et les filles vivent en parallèle. C'est-à-dire que, et bizarrement, au niveau de l'architecture d'une maison, on a tout en haut, dans les combles, les dortoirs des filles, les dortoirs, je ne dis pas chambre, je dis dortoir. Et dans les caves et au sous-sol, vous avez ce qu'on appelle le bahut. C'est le lieu de vie des filles, c'est là où elles mangent. C'est un moment très important pour les filles, elles sont très solidaires entre elles, elles évitent de se battre, elles ont, bien évidemment, des fois il y a des petits problèmes, certaines tombent amoureuses des clients, elles ont des amants de cœur, donc il faut veiller à tout ça, c'est le travail de la sous-maîtresse et de la maîtresse bien évidemment. De toute façon, en maison, aucune porte là où se passent les rapports sexuels, aucune porte n'a de serrure. Et on doit pouvoir voir à travers. La police, la maîtresse, la sous-maîtresse. Tout est surveillé, tout est chronométré. Les filles doivent être polies, tout doit très bien se passer. Et quand elles sont en bas dans le bahut, qu'elles attendent, il y a un petit système de sonnettes, une fois qu'elles ont été choisies, et à partir de ce moment-là, elles montent, elles voient les clients, elles repassent à nouveau dans un salon de présentation, mais beaucoup plus petit, sur lesquels elles peuvent soit se mettre sur une banquette, et puis un petit peu plus tard, on partira du principe que ce sera plus intéressant de faire construire une scène au sein même de la maison pour que les filles soient encore plus mises en valeur. Donc voilà pour ces jeunes filles qui sont bien contentes quand même d'être en maison, bien contentes en même temps, même si on met un point d'honneur à ce que ces filles, quand elles arrivent en maison, n'ont pas de dette, elles ne vont faire qu'en contracter dès l'instant où elles seront en maison. En maison, on y reste entre 4 et 5 ans, quand tout se passe bien. Si on fait des conneries, on nous envoie... Oui, ça te rappelle des souvenirs, ma petite Candice. On vous envoie dans les maisons d'abattage, c'est une punition. Et là, c'est la descente infernale. Impossible ensuite de retaper dans une maison de luxe. On ne vous veut plus. Quand vous avez encore un physique avenant, quand vous avez réussi à arriver en maison intact, sans compter la maladie, la syphilis, bien évidemment, parce qu'on est dans un siècle où il y a le siècle hygiéniste, on va dire, et donc les filles ont un carnet de santé où elles doivent aller à la visite médicale régulièrement. Combien tu payes la vie? C'est 2 francs, 3 francs, entre 2 et 3 francs. C'est obligatoire, tous les mois. Dans les maisons d'abattage, c'est 2 fois par semaine. Et au niveau des médecins qui vont surveiller ces filles, eh bien, il n'y en a pas beaucoup dans Paris, mesdames et messieurs, qui vont accepter d'ausculter les filles. Ah non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 dans tout Paris. Et il y a beaucoup de prostituées, bien évidemment. 40 000 à peu près. C'est un petit peu compliqué à chiffrer parce qu'il y a les clandestines, celles qui sont en maison ont une carte, donc elles sont dites soumises. Il y a les filles en numéro, c'est celles qui sont en maison, et il y a celles qui sont sur le trottoir, mais qui ont leur carte, qui ont voulu d'elles-mêmes avoir leur carte. Si vous racolez que vous êtes arrêté, au bout de 3 fois, vous êtes encarté automatiquement, donc vous êtes fiché, pour éviter donc la clandestinité. Et ces 2 médecins avec toutes ces prostituées, si on fait un petit compte, c'est en gros 52 femmes par heure et par médecin. Je vous laisse faire le petit calcul, c'est même moins d'1 minute par fille. En général, ça peut se faire sur place, il peut y avoir un médecin sur place avec un cabinet spécial, mais quand on consulte les fiches de la mondaine, sur chaque maison, on se rend compte que certaines maisons de première catégorie, de luxe, le problème c'est qu'il y a un spéculum pour toutes les filles. Que les filles appellent d'ailleurs le pénis du gouvernement. Voilà, ça c'est...
pour ces médecins, mais au travers en même temps de l'étude des hygiénistes, on a un très très grand monsieur qui a fait un travail extraordinaire, qui a écrit un livre qui s'appelle De la prostitution. C'est monsieur Parent du Châtelet. C'est un livre qui a été écrit au 19e siècle. Il a écrit pendant 8 ans. C'est quelqu'un qui est très très timide, qui était marié, qui avait des enfants, qui a pendant 8 ans écumé toutes les maisons closes de Paris. Alors, il est un petit peu féministe cet homme-là, puisqu'il s'est intéressé véritablement à la vie des filles en maison. Il est allé jusqu'à observer leurs dessous, il est allé jusqu'à observer quand elles avaient leurs règles pour voir à quel point ça pouvait changer leur attitude. À cette époque-là, on monte aussi une école pour étudier la prostituée. On en arrive à dire que c'est un être débile, qu'elle a un cerveau plus petit que les autres. Et on apprend ça aux élèves à l'époque, aux médecins aussi. Donc on voit de toute façon dans cette histoire-là de la prostitution et des maisons que tout est fait, tout est tourné autour de l'homme. Pour l'homme, la fille n'est absolument pas considérée. Parent du Châtelet a bien essayé, mais quand on se penche sur l'autre travail qu'il a fait, il a aussi étudié les égouts. Et pour lui, étudier les prostituées, c'est du même acabit que d'étudier les égouts. Donc, ça reste quand même un livre de référence, puisque c'est contemporain d'une époque où il y avait beaucoup de prostitution et beaucoup de maisons. On sait qu'il n'avait aucun contact avec les filles, mais ce qui est très bien dans ce livre, c'est qu'il va vraiment très loin. Il fait toute une étude, par exemple, les filles fument beaucoup. Les prostituées fument beaucoup. C'est la clope, enfin aujourd'hui on dit la clope. À l'époque c'était le clope, c'était masculin. Je ne sais pas pourquoi, un jour c'est devenu féminin. C'est un objet essentiel chez la prostituée, parce que ça lui donne une certaine contenance, et puis ça lui permet des effets de bouche quand elle aguiche un petit peu les gens. Donc, c'est important. Elle fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, Parent du Châtelet est allé jusqu'à vérifier leur changement de voix. Que parce qu'elle fumait beaucoup, ça modifiait leur voix, et que quand on croisait quelqu'un dans la rue, s'il avait une voix plus grave, il y avait de fortes chances pour que ce soit une prostituée. Parce que normalement, la prostituée, à la base, doit rester anonyme à cette époque-là. Mais il y a très longtemps, l'Antiquité par exemple, elle se devait d'avoir une petite ceinture jaune. Jaune étant une couleur d'infamie, mesdames et messieurs. Donc infamie pour la prostituée. Si on réfléchit bien, malheureusement, le jaune réapparaît pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'étoile jaune. On reste aussi dans cette idée-là. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, mesdames et messieurs, peu de temps avant la fermeture des maisons closes, sur les 140 maisons closes présentes à Paris à ce moment-là, toutes ont été réquisitionnées par les Allemands. Depuis Berlin, on appelle Paris le boxon du Reich. Et après la guerre, au moment de l'épuration, aucune fille de maison n'a subi l'épuration. Aucune. Beaucoup de femmes ont été rasées parce qu'elles avaient couché avec l'occupant, mais pas en maison. Oh, bah oui. Bah ça, on n'en parlera pas, t'es gentil. Dans certaines maisons, on a caché effectivement des résistants des Juifs. Dans d'autres, comme au Wentoutou, non. On a bien collaboré, d'ailleurs, ils vont être inquiétés à la Libération, ils vont même être arrêtés. Mais si vous voulez avoir toute l'histoire du Wentoutou, vous pouvez lire les mémoires de Madame Jamet, J-A-M-E-T, qui était la proprio du Wentoutou. Le Wentoutou, c'est pas très très loin d'ici. Wentoutou parce que 122 rue de Provence, et que le Wentoutou aujourd'hui, c'est, je crois que ça l'est encore. Vous voyez comme quoi l'histoire, il faut faire attention. Une maison, le Wentoutou, maison close, avec des filles. Eh bien aujourd'hui, le 122 rue de Provence appartient à une société de cuir et peau. On n'est pas très loin, ça reste encore un petit peu dans cet ordre-là. Pour le 106 boulevard de la Chapelle, ce qui est très drôle, c'est que ça a été repris ensuite par l'armée du salut. Donc, il y avait donc beaucoup de religieuses qui étaient là, et à la fermeture, il y a plein de messieurs qui ont dit « Ah mais non, non, c'est pas fini, c'est pas fermé, il va falloir encore un petit peu de temps ». Et ils ont pensé que la maison s'était recyclée avec des filles spécialisées, déguisées en nonnes.
donc ce qui n'était absolument pas le cas. Mais en tout cas, l'architecture entre la maison close et l'armée du salut n'a absolument pas été modifiée. Est-ce que vous avez des questions, des rebondissements? Le Chabanais, c'est maintenant un bureau d'hôtesse. Ah bah, comme vous voyez, Cuir et Peau, aujourd'hui le Chabanais, placement d'hôtesse. L'histoire se répète. D'hôtesse de quoi? De l'air, non? Donc on continue, est-ce que vous voulez... Alors, on va faire un petit jeu. Je vous disais qu'il y avait mille et une manières d'appeler une prostituée. Donc je vais vous dire les différents noms. Donc ceux qui sont au bar, ils l'ont entendu hier, donc ils vont garder ça pour eux. Et puis à partir du nom, vous allez essayer de deviner la spécialité de la fille. Je vais vous donner un exemple. On a, parmi les filles, les ambulantes. Les ambulantes, ce sont elles qui racolent dans des gares. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Alors, pour que vous puissiez trouver, pardon mon petit... Oh, on va commencer assez simple. Les pontonnières. Où trouve-t-on des pontonnières? Pardon? Sur les ponts. Bravo. Un point dans le fond. Peut-être... non, je vais garder ça pour la fin. C'est vraiment celui-là, il est coton. Les allumeuses. C'est sous les réverbères. Bravo. C'est celles qui ne sortent que quand on a allumé les réverbères, et c'est-à-dire que une demi-heure après. Elles ont obligation de tapiner seulement une demi-heure après. Bravo, madame les connaisseuses. On a la connasse. Ça, c'est moi. Je ne crois pas, non. Alors, c'est pas une particularité. La connasse, c'est qu'elle est trop honnête pour se faire payer. Donc, tu vois que t'es pas une connasse. Il y a la poufiasse aussi. Alors, la poufiasse, aujourd'hui, c'est péjoratif. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. La poufiasse, c'est une prostituée qui ne tapine plus, qui surveille les autres filles, le cheptel, en fait, on va dire, et c'est l'attitré du souteneur. On parlait de connasse tout à l'heure, mais il y a un mot que vous allez peut-être vivre différemment la prochaine fois que vous allez le sortir. Quand on fait une blague, qu'on charrie quelqu'un, on dit « Oh non, mais c'est bon, je déconne ». Bon, déconner aujourd'hui, c'est rigoler. Mais réfléchissez bien. Déconner. Le con. Déconner, c'est se retirer pour un monsieur. Eh oui. Vous penserez à moi la prochaine fois. Ouais, je déconne. Ouais, vas-y, fais voir. Ensuite, vous avez les pierreuses. Les pierreuses, dans les carrières. Ah, dans les carrières. Vous avez les écarisseuses. À la boucherie. À la boucherie. Enfin, pas la boucherie comme on l'entend aujourd'hui, hein, bien sûr, mais c'est-à-dire au quartier, autour du quartier Saint-Jacques. D'ailleurs, Saint-Jacques de la boucherie. C'est à l'époque où on tuait les animaux à cet endroit-là, pas très loin du Grand Châtelet, et il y avait énormément de sang partout. C'était une odeur insoutenable, et beaucoup d'étals partout aujourd'hui autour de la tour Saint-Jacques, et donc les écarisseuses squattaient dans ce coin-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les marcheuses. Bon, bah, les marcheuses comme on a aujourd'hui, sauf que elles ont entre 45 et 50 ans, elles sont maquillées à outrance avec beaucoup de couleurs vives, et c'est la fin de vie d'une prostituée. Et puis c'est vraiment très rapide, c'est contre un mur. Oui, contre un mur sous un pont. Alors elles mélangent tout du coup après, les écarisseuses, les pontonnières. Vous avez les langoustes ou les crevettes. Alors attention, ça, moi c'est ma préférée. Langoustes, crevettes, ça dépend. C'est le poissonnier. Ah, oui, alors comme on a parlé des écarisseuses tout à l'heure, oui, mais non. Mais une idée peut-être? Près de la Seine. Ah, c'est marrant, ça, deux soirs de suite, on m'a évoqué ça. Non, mais l'idée est bonne. Non, ce sont tout simplement des prostituées qui vont dans des stations balnéaires en saison. Crevettes, langoustes. Bon, ça... Alors, il y en a encore plein. Ah ouais, vous avez la perle aussi. La perle. Qu'est-ce qu'elle fait, la perle? Elle s'enfile. Parler de trous, effectivement. C'est voilà, toutes les différentes spécialités de ces dames.
Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Parce que j'ai choisi justement, sans mauvais jeu de mots, les perles. Mais je crois qu'en tout, c'est entre 100 et 150 noms différents qu'on a pu donner à travers le temps, hein, bien évidemment. Je vais revenir sur la particularité de la prostituée de rue, qui tapine sur le ruban. Le ruban, c'est le terre-plein qu'il y a au-dessus, entre Planche et Pigalle. Alors elle, ça va bien pour elle. La passe est plus chère que dans les autres rues, et en général, ça correspond un petit peu à une promotion. Alors, pour ses souteneurs de ces dames, il y a un rapport particulier, parce qu'elle se fait bastonner régulièrement, elle n'hésite pas à travailler beaucoup, elle aime son souteneur, son amant de cœur, elle ne doit pas jouir avec le client, mais jouir uniquement avec lui, parce que sinon, c'est une femme qui a le vice, si elle jouit avec les clients. Il la bastonne régulièrement. Quand il va en prison, qu'il se fait arrêter, la première lettre qu'il écrit, c'est pour elle. Alors, est-ce que c'est vraiment par amour ou est-ce que c'est pour régler tous les problèmes avec l'avocat? Est-ce que c'est une manière de vivre un amour essaim, on dirait, aujourd'hui? Allez donc savoir. En tout cas, la fille est prête, elle est toujours là à donner tout son argent. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la marmite, parce qu'avec l'argent qu'elle gagne, ben, c'est elle qui fait à manger, qui fait tourner la marmite. Et en général, je vous disais tout à l'heure, il y a cette couleur jaune, et au bout d'un moment, on a décidé que la prostituée pouvait être anonyme. Mais les filles ont revendiqué cette appartenance, parce qu'il y a le milieu, n'oubliez jamais à Pigalle, quand vous êtes à Pigalle, c'est le plaisir qui est arrivé en premier. Ensuite, la pègre et le milieu sont arrivés. Ça a été d'abord la pègre, ensuite on a appelé le milieu. C'est les journalistes qui ont transformé le mot. Eh bien, ces messieurs, ils la bastonnent. Alors, vous avez quelques images qui sont sur le diaporama, où on voit ces petits loulous qui ont une tenue bien particulière, avec la casquette, avec ce petit pantalon qu'on appelle le pantalon à la malle au ventre, parce que c'est un pantalon qui remonte jusqu'à la moitié du ventre, avec les poches sur les côtés, et quand ils mettaient leurs mains dans leurs poches, on avait l'impression qu'ils avaient mal au ventre. Donc ils sont là avec leur marmite, et elles sont habillées d'une manière bien précise, avec un petit tablier, un petit haut. Alors elles n'ont pas de décolleté à l'époque, elles n'ont pas de chapeau, elles ont cette fameuse coque, tablier, le petit haut où on ne voit juste les formes. Et la coque, ça vous évoque quoi? Déjà rien que le tablier, sachant que c'est les prostituées qui se sont revendiquées de ce costume-là, entre guillemets, on va dire. Ça évoque la ménagère quand même, un petit peu. Donc c'est un petit clin d'œil, on se moque un petit peu des ménagères. Et ce qui est très important, c'est que ce tablier leur sert parce qu'elles ont une poche sur le devant. Ils ont une poche sur le devant où elles rangent leur vaisselle. La vaisselle, c'est le flouze. Elles vont sur le devant, dans cette poche, mettre les grandes roues et les petits trous. Les grandes roues, c'est les pièces de 5 francs. Les petits trous, c'est les pièces de 2 francs. Et pour les images, les billets, elles vont coincer ça derrière leur bas. Donc le bas n'est pas qu'un dessous friolant, ça leur sert aussi pour planquer leur argent. De temps en temps, elles ont une poche dans le revers du tablier pour planquer une petite arme, qu'on appelle le pic-couille, pour pouvoir se défendre. C'est d'ailleurs très bien montré dans une série qui s'appelle Maison Close. La saison 2 va débuter lundi prochain, je crois, sur Canal. La soirée de lancement a été faite ici, d'ailleurs. C'est une série qui est très 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 fidèle. Même ils ont condensé pratiquement toute l'histoire des maisons closes et de la prostitution, mais tout est très fidèle, jusqu'au tatouage, jusqu'aux expressions, où par exemple ils disent un clope, au verre, à la vaisselle, vraiment tout est vraiment très très fidèle. Après ils se sont permis des petites libertés, mais en tout cas il y a une scène à un moment donné avec le fameux pic-couille. Sinon c'est le peigne, tout simplement, qui leur sert pour se défendre. Mais ça, moi, ça me fait penser à une petite anecdote avec Madame Edith Piaf. Alors, Madame Edith Piaf, prostituée, pas prostituée, on ne saura jamais. Si, quand même, hein, quand même. Allez, tu l'as bien connue, toi. Eh bien, Edith Piaf, elle était folle amoureuse d'un petit loulou du quartier, à Pigalle, qui était souteneur, bien évidemment. Et il lui avait dit, écoute, si tu veux pas d'emmerde, et ça, c'est dans les mémoires d'Edith Piaf, si tu veux pas d'emmerde, ce qu'on va faire,
c'est que quand tu chantes, pendant que tu chantes, tu vas repérer pour moi les gars friqués. Tu vas te faire offrir à boire. De se faire offrir à boire, ça permet au monsieur d'ouvrir le portefeuille. La fille peut se rendre compte vite fait de la fortune ou pas du monsieur. Elle prend des notes, elle explique tout à son petit loulou. Et ensuite, lui, il récupère les gens, il les bastonne et ils font le compte. Place Pigalle, aujourd'hui c'est le Monop. Mais avant, c'était l'abbaye de Thélème, où Édith Piaf allait régulièrement se poser, boire des coups, une fois qu'elle avait terminé ses tours de chant un petit peu partout dans Pigalle. Alors bien sûr, ce soir, j'ai condensé 4h30 de contes en 1 heure. Et en général, en 4h30, dans ces 3 contes différents, il y a encore, je ne dis que le quart du quart, parce que ça fait plus de 2 ans que je travaille régulièrement sur l'histoire de la prostitution, des gangsters, des maisons closes. Je ne peux pas tout dire, d'ailleurs j'ai même pas dit exactement les mêmes choses qu'hier, mais je vais terminer, parce que le temps passe très très vite. Je vais terminer avec les secrets, les petites anecdotes d'alcôve de maison. Eh bien, la déviance et les fantasmes des gens haut placés, que ce soit des ministres, que ce soit des banquiers, même des religieux. Dans les archives, c'est écrit sur des lettres en blanc, il n'y a pas de cachet, c'est pas signé par ces messieurs de la police. On a différentes anecdotes, on en sait un petit peu plus. On a notamment dans une maison dans le 2e, chez Madame Adèle, si mon souvenir est bon, qui avait la particularité de proposer des filles exotiques, dont une qui était noire. Tout le monde se battait pour la voir, et il y avait un petit monsieur qui avait pas loin de 70 ans, qui lui, il sautait sur elle violemment, il la pénétrait violemment, et plus elle criait, plus elle était payée. Un jour, cette jeune fille tombe malade. En maison, on ne refuse pas un bon chèque. On trouve un subterfuge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah, on a du serrage? Ok. Bon, on va prendre la petite Colette. On va grimer la petite Colette. Mais on va faire ça trop vite. On va oublier la pliure des genoux, la pliure des bras et les aisselles. Le monsieur va se rendre compte du subterfuge. On va essayer de la grimer un petit peu comme la principale. Et puis au final, il va la violenter, il va être plus que vulgaire, il va sortir des gros mots sur gros mots, alors que d'habitude il était assez discret comme client, peut-être pas au moment de l'acte, mais en tout cas ce monsieur n'est plus jamais revenu. Vous avez aussi des établissements spécialisés dans la méthode anglaise, c'est-à-dire Fouet, Croix de Saint-André, enfin tout ce qui est SM, avec ces messieurs, pas mal de banquiers et pas mal de ministres d'ailleurs, qui avaient leur petit cahier d'exercice, si je peux dire, avec la maîtresse qui leur donnait des ordres, qui leur donnait différents exercices à faire quand ils venaient en maison. Vous avez aussi, donc là on commence un peu à basculer dans le... Normalement c'est interdit aux moins de 12 ans ce que je raconte, mais là on m'a demandé moins de 16 ans, j'ai dit bon d'accord, j'en rajoute. Donc j'en rajoute, vous aviez un monsieur, alors lui il arrivait en général avec une petite cage dans laquelle il y avait 1 ou 2 poussins. Et ce monsieur ne pouvait rentrer en érection qu'une fois qu'il avait écrasé ce poussin, le ou les poussins. Donc quand il arrivait en général, les filles emmenaient pas large. Elles emmenaient pas large non plus dans une autre maison quand ce monsieur qui arrivait en général la veille, il arrivait, il déposait son cercueil en acajou, on l'installait, les filles, il en choisissait 4, elles avaient les jetons, et quand il revenait le lendemain, tout était prêt, on avait tout bien préparé la chambre, alors mortuaire du coup, on avait mis des draps noirs, on avait mis plein de bougies, de candélabres, et lui arrive, se met nu, lit son testament, dans son cercueil bien sûr, et ensuite les filles... Pardon ? Il y avait ses enfants? Non. Non, il n'avait pas d'enfant, il était marié. Il y a tout le suivi justement dans les archives de la police, mais on voit des fois, on a l'impression que ce qui est écrit dans ces anecdotes, c'est dans l'instant. Au niveau de l'écriture de ces messieurs de la mondaine, on a l'impression des fois que le coup du poussin, par exemple, on sent l'écriture un peu tremblotante. Donc moi c'est des questions que je me suis posées, personne n'est capable de me répondre, mais a priori j'aime penser que au moment où il l'écrit, c'était au moment où ça se passait. C'est un peu glauque, mais on va continuer dans les anecdotes. Donc, et ces thèmes-là,
quand il faisait l'amour aux filles, une par une dans le cercueil, il partait et il disait toujours la même phrase. Ah bah c'est bien, comme ça au moins, j'aurai des choses à raconter quand je serai mort. Il disait toujours cette même phrase. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme anecdote? Parce qu'il y en a, hein. J'ai fait un petit choix. Alors oui, bon, il s'appelle Néron. Néron, c'est un chien, c'est un Danois, donc c'est une belle bête quand même. Et c'était un petit peu, on va dire, le protecteur de madame dans une maison dans le 4e arrondissement. C'était une dame bien en chair, qui avait son caractère, qui se laissait pas faire, mais il y avait eu pas mal d'embrouilles dans sa maison, donc elle a décidé d'avoir un chien pour calmer un petit peu les clients récalcitrants, ceux qui veulent pas partir quand on ferme, ceux qui veulent ne pas payer, bref. Récupère Néron. Et puis à un moment donné, un client, bien évidemment, ah, un chien, bon, il a l'air sympa le chien. Lui aussi grand banquier connu dans tout Paris. On ne refuse pas un bon chèque, donc nouveau métier pour Néron. Et cet homme-là, quand la chose se passait avec l'animal, souhaitait et ne voulait être entièrement nu. Jusqu'au jour où effectivement Néron est resté coincé, a essayé de se décoincer, c'est-à-dire de déconner, et bien ça n'a pas marché, donc il a mordu, griffé un Danois, hein, c'est pas un Yorkshire. Hein. Donc là, problème, personne n'est au courant, mais il faut quand même faire quelque chose, donc on appelle une ambulance, on a aussi du mal à séparer les deux, et du coup on est obligé d'appeler police secours. Donc la femme, tout le monde va le savoir, tous les banquiers vont être au courant, sa femme aussi, ça va être une esclandre, on va porter plainte auprès de la maison, donc ça va aller assez loin. Et je terminerai avec une anecdote... Mais ça existait, donc c'est important d'en parler aussi. Entre les pervers, les sadiques avec le petit poussin, les zoophiles, bon, qu'est-ce qui reste? Il reste les scatos. Voilà. Ben ouais, mais ça existait. Et il y en avait de deux sortes, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient la veille et ils choisissaient une fille et la veille, ils leur donnaient le menu. Oh non. Et si, il choisissait ce qu'elle mangeait. Et il revenait le lendemain, et lui, il mangeait en présence de la fille dans la chambre. Et il y en a d'autres, eux, c'était, elle est où? Elle est là. Ils s'allongeaient sous une table transparente et observaient un petit peu tout ce qui se passait. Je vous passe les détails, vous avez compris, mesdames et messieurs. Mais ça, à chaque fois, dans des maisons... comme le Chabanais, comme le One-Toutou. Alors, le One-Toutou, il y avait tout l'immeuble, mais c'était une maison de rendez-vous. Alors, dès comme ça, si vous souhaitez, alors des moins glauques, hein, bien évidemment, mais si vous souhaitez, sachez que vous pouvez avoir en main les journaux des tenancières de maisons closes, aux archives de la police, c'est Métro Maubert Mutualité. Il suffit d'habiter Paris, vous pouvez consulter ça régulièrement. En profitez aussi pour visiter le musée de la police et au même endroit. Vous apprendrez plein de choses. Mais écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie chaleureusement pour votre présence ce soir à Paris Face Cachée. Il y a mille choses, donc ça fait même 10 000 choses encore à raconter. Il y a mes cartes un petit peu partout, je donne des comptes régulièrement entre 2 et 4 par mois, ici même au Carmen une fois par mois. Dans d'autres lieux aussi, je participe à différents festivals, donc vraiment, n'hésitez pas, je reste à votre disposition, en tout cas là, encore une petite demi-heure. On remercie chaleureusement l'équipe du Carmen, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et on remercie aussi Candice, pareil le jour du cabaret des filles de joie, et Valentin qui est son assistant. Et vous pouvez vous applaudir aussi. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Je vais mettre un petit peu de musique et je reste à votre disposition. Pour finir avec Néron. Néron, il a pris des mauvaises habitudes, donc quand on le promenait dans la rue, il sautait un petit peu sur tout ce qui bougeait. Donc Néron, on a décidé de l'emmener ensuite à la campagne. Alors pour certaines personnes, on dit quand on emmène un chien à la campagne, c'est qu'on le fait piquer. Non, Néron est vraiment parti se reposer à la campagne pour éviter les potentiels clients. Voilà, j'avais oublié, c'était important. Parce que Candice l'a bien connu. En tant qu'animal de compagnie. Non, bon, ok, musique.
colonies. Et puis maintenant, c'est une histoire trop pour la fin. Ça se termine sur la prostitution dans la ville de Var, actuelle. Est-ce que ça veut dire que c'était mieux avant quand ils étaient dans la maison close et que c'était un peu au chaud et Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça je suis contre la réouverture des maisons closes, dans la mesure où on voudrait réouvrir les maisons closes comme à cet âge d'or-là, où c'était joli, où la fille effectivement avait un toit, elle mangeait bien, parce qu'à l'époque c'était les filles en chair, on aimait bien les filles en chair, donc elles étaient extrêmement bien nourries. Elle avait du vin, elle avait de la bière, enfin, voilà, ça reste positif, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours tourné pour le plaisir de l'homme, alors que la fille, elle, c'est toujours le vice qui s'apparente aux prostituées. Donc, oui, effectivement, on ferme les maisons closes, c'est une prostituée qui fait en sorte qu'il y a une loi qui porte son nom, Marthe Richard, qui était une grosse mythomane, une affabulatrice, qui a été espionne en même temps que Matahari, enfin, c'est une vie complètement incroyable, la vie de Marthe Richard. Réussi à faire fermer les maisons closes, tout le monde au chômage, tous les souteneurs se sont quand même syndiqués, il faut le savoir, ils ont écrit à la police pour dire mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Les filles se retrouvent, oui effectivement, là la prostitution devient clandestine, les bars à cochons, les hôtels clandestins, le trottoir. Voilà, après, le souci que j'ai, c'est que je suis tellement attachée au passé que ce qui est contemporain, du fait de ma sensibilité, je pense, j'ai du mal à m'y intéresser. Déjà que ça me touche énormément, tout ce que je dis, les pauvres et tout. Puis bon, après aujourd'hui, approcher des prostituées, c'est très très complexe, les marcheuses, c'est très compliqué. Et puis, il y a aussi la barrière de la langue et tout le monde invisible qu'il peut y avoir autour. Donc c'est très délicat. Je préfère consulter les archives. Voilà. Après, c'est un choix aussi. Mais j'y viendrai, hein, c'est sûr, parce que c'est un travail qui s'arrête jamais. Mais je préfère après tourner avec aussi la police, les gangsters, les loulous, un petit peu tout ça, ce côté un peu sulfureux. Mais bon, après, c'est très vaste, hein, tout ce que je raconte. Je peux faire Paris sous l'occupation, l'histoire des bourreaux, l'histoire des Templiers, l'histoire de la franc-maçonnerie. Enfin voilà, vous pouvez me trouver facilement sur Facebook, Histoire de Paris, si vous n'êtes pas pris. Sinon, Sylvanie de Lutèce, voilà, je ne sais pas si vous avez pris les cartes. En tout cas, j'essaie d'être très réactive par mail.